Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 9 novembre et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui dans votre Z-Podcast, la transposition de la directive européenne CSRD a été amendée, avec pour objectif de réduire la charge administrative des PME et des indépendants. On vous explique ce que cela implique pour les entreprises. C'est toujours la question, et elle est brûlante pour l'instant, c'est la question de la charge administrative sur les entreprises, sur les PME en particulier. On entendra Olivier Van den Abel, conseiller économique pour UCM. Les hôpitaux sont dans le rouge et cela depuis quelques années. Le rapport de Belfius est tombé et 2 hôpitaux belges sur 3 sont déficitaires. C'est 2 fois plus qu'en 2019. Arnaud Dessois, responsable de l'étude, nous en parlera. Il y a un absentéisme extrêmement important. Et pour finir, notre rubrique spéciale, le regard d'Hamid Faljaoui, le directeur de Trends Tendance va revenir sur la réaction de Emmanuel Macron face à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Z sur 7 à la une. C'est une petite victoire pour les PME et les experts comptables. La loi de transposition de la directive européenne CSRD a été amendée afin d'alléger la charge administrative des PME et des indépendants. Cette directive impose aux grandes entreprises de publier un rapport extra-financier sur leur impact ESG, mais en tant que sous-traitants, les PME sont aussi concernés. Olivier Van den Abel, conseiller économie pour UCM, nous explique de quoi il retourne. Pour faire un reporting sur ces performances, les grandes entreprises vont avoir besoin des données des entreprises qui sont dans leur chaîne de valeur, donc leurs sous-traitants, fournisseurs en matériaux par exemple, ou les services auxquels ils font appel. La directive européenne veut permettre aux consommateurs et aux citoyens de comparer, sur une base identique de données, les performances ESG des entreprises. Le problème, c'est que le texte initial de la transposition dans la loi belge ne définissait aucun cadre sur le type et la quantité de données que les entreprises pouvaient demander aux PME. C'est toujours la question, et elle est brûlante pour l'instant, c'est la question de la charge administrative sur les entreprises, sur les PME en particulier. C'est clair que la CSRD va amener de l'administration dans les entreprises, ça c'est certain. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'elle soit modérée et proportionnée surtout à la taille de l'entreprise qui va devoir répondre aux questions. Autre problème, l'assurance de la fiabilité des données. L'UCM et l'UNISO craignaient que les grandes entreprises réclament une certification des données via un auditeur externe. On a pris un peu notre bâton de pèlerin, donc avec nos collègues d'UNISO et de ITA, où on est aujourd'hui, on a été expliqué en fait quelles pourraient être les conséquences pour les indépendants et les PME. On a d'ailleurs vu aussi qu'en France, il y avait des grandes inquiétudes, des grandes difficultés, et c'est un peu tout ça qui a fait qu'on a été écouté, on a été entendu, et donc on a des garanties, quelques garanties en tout cas, sur la mise en œuvre de cette directive. C'était Olivier Van den Abel, conseiller économie pour UCM. La commission économie de la Chambre des représentants a donc amendé la loi de transposition de la directive CSRD. Les demandes de données sont désormais cadrées et les grandes entreprises ne pourront pas exiger une quelconque certification pour valider les données fournies. Z sur 7 à la une. Les hôpitaux belges ne sont pas en grande forme. Selon une étude de Belfius, les chiffres sont négatifs pour la 2e année consécutive et présentent une perte cumulée de 174 millions d'euros. 2 hôpitaux belges sur 3 sont déficitaires, alors que seul un tiers était concerné en 2019. Arnaud Dessois, responsable d'études Belfius, alerte par rapport à la situation. Non, la situation financière est très fragile et surtout en fait depuis l'année dernière, depuis en tout cas les comptes 2022, où les hôpitaux ont été impactés assez négativement par d'une part la crise de l'inflation et par les coûts de l'énergie. Et donc ça a fragilisé fortement leurs comptes en 2022 et on constate en 2023 qu'on est à peu près dans la même lignée mais avec un niveau de dégradation comparable. Pourtant, certains revenus ont augmenté, comme les suppléments de chambre, les revenus de produits pharmaceutiques ou encore les honoraires des médecins. Mais les dépenses, elles aussi, ont augmenté et la masse salariale a explosé suite aux indexations successives. Et coup de grâce, depuis la crise du Covid, les métiers hospitaliers n'attirent plus. Arnaud Dessois.
Les hôpitaux sont confrontés d'une part à une croissance de leur activité, donc du nombre d'admissions qui impliquerait d'avoir plus de personnel, mais en réalité, il y a un absentéisme extrêmement important, plus que la moyenne de l'ensemble des secteurs, 12% en moyenne, avec des absentéismes de longue durée également. Il y a des difficultés pour les hôpitaux de recruter du nouveau personnel. Il y a à peu près 4000 emplois vacants. Pour sauver les hôpitaux belges de la banqueroute, de l'argent est évidemment nécessaire, mais ça ne suffira pas. Philippe Devos, directeur général de l'UNESA, nous précise les enjeux économiques et politiques. Ce qu'on attend des autorités, ça pourrait être de demander beaucoup plus d'argent, mais on est bien conscient des réalités actuelles et donc si on ne nous donne pas d'argent, on doit alors avoir la responsabilité politique de faire une grande réorganisation du paysage hospitalier belge et repenser site par site la pertinence de faire des économies d'échelle en imposant des regroupements et ce genre de choses. La sonnette d'alarme ne peut être ignorée à l'heure où le vieillissement de la population menace le secteur. Sans renfort, soigner correctement les patients sera toujours moins possible. Z sur 7 à la une. Plus puissante, la PS5 Pro promet aux joueurs une meilleure fluidité de jeu et des graphismes toujours plus détaillés. Lancée pour sa part en 2020, la PS5 arrive doucement en fin de cycle. Alors pour séduire ses clients les plus exigeants, Sony a ajouté une version premium à son offre. Facturée 800 €, soit 300 € de plus que la version de base. Julien Hanard, spécialiste jeux vidéo, nous livre quelques explications sur ce prix. Elle est très chère parce que justement c'est un public qui est probablement prêt à mettre beaucoup d'argent dans cette console, mais aussi parce qu'il y a une grosse tension sur les différents outils numériques qui vont la composer, en particulier les puces, parce que la concurrence, notamment avec le secteur de l'automobile, fait qu'il y a une tension sur la demande. Cette flambée des prix illustre partiellement la crise que traverse la tech en général et le jeu vidéo en particulier. Secteur qui a déjà procédé à plus de 10 000 licenciements cette année, avec notamment 900 pertes d'emplois chez PlayStation Studios et 1900 chez Microsoft. Julien Hanard toujours. Il y a effectivement une crise massive dans le secteur aujourd'hui qui se marque par des licenciements les plus importants qu'on ait jamais connus. Probablement parce qu'il y a eu trop d'engagement pendant la crise Covid, il y a eu une mauvaise perception de la suite de la part des principaux acteurs du secteur et on le voit, il y a des réorientations très importantes avec notamment Microsoft qui mise plutôt vers un modèle fondé sur l'abonnement que sur sa console. Le discours est plus optimiste chez Games Brussels. Situé dans le centre-ville, ce coworking héberge et accompagne une trentaine de développeurs de jeux vidéo et autres porteurs de projets. Un écosystème qui subit aussi la crise de la tech, mais dans une moindre mesure. Guillaume Boucart, fondateur de Games Brussels. Il faut savoir que l'industrie du jeu vidéo en Belgique, c'est surtout ce qu'on appelle du jeu vidéo indépendant, c'est-à-dire des petites boîtes qui font peut-être des petits jeux qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on voit au magasin, genre AAA, à MediaMarkt, etc. C'est pas du Assassin's Creed, c'est pas du FIFA, mais ce sont des produits qui s'exportent généralement très bien à l'étranger. On vend ça de manière internationale sur l'ensemble de la planète. Avec ses 160 studios, le marché belge du jeu vidéo assume avec dynamisme. Voyons maintenant ce que les grandes tendances du marché boursier nous réservent. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme dans chaque Z-Podcast, nous analysons l'évolution et les tendances des marchés boursiers avec l'aide d'un expert. Après les élections présidentielles américaines et celles du Congrès, puis la réunion de la Fed, nous avons de la matière. Nicolas Deltour, stratégiste chez Belfius. Oui, on peut tirer déjà quelques premières conclusions. La poussière retombe. Et c'est vrai qu'au-delà de la victoire de Donald Trump, ce qui nous intéresse aussi, c'est finalement le fait que le Congrès lui est pour ainsi dire acquis, en tout cas selon toute vraisemblance. Pour mémoire, les tarifs douaniers relèvent de la compétence présidentielle, mais il y a toute une série d'autres décisions qui seront plus faciles à prendre ou à implémenter vu ce qui se passe au Congrès. Alors les mouvements des 3 derniers jours annoncent quelque part relativement bien ce qui devrait nous attendre sur les marchés pour les prochains mois, tant en termes de Trump Trade ou Trump Stocks, mais aussi, sans doute peut-être même encore plus, en termes de Trump Victims. Dans cette situation, des investissements se profilent comme profitables et d'autres seront à éviter.
Alors, ce qui apparaît déjà ces derniers jours, très clairement, c'est les actions américaines et le dollar. Et ensuite, qui dit dérégulation, évolution des taux, nouvelles alliances géopolitiques, vous mettez tout ça mis bout à bout, la finance américaine, les grandes banques américaines, la technologie, évidemment, en particulier certaines entreprises, et la défense. Alors, en parallèle à ça, qui dit Trump gagne, dit aussi Harris qui perd, et donc pas de cap de plafond au prix des médicaments ou des traitements envisagés. Ça devrait soulager aussi quelques entreprises actives dans la santé. Le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. Le directeur de Trends Tendance revient sur la réaction d'Emmanuel Macron suite à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Selon ses propos, le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester herbivore, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Tout d'abord, qu'entend-il par là ? Je crois que c'est une manière de dire que les Européens sont des grands naïfs. On le voit avec l'élection de Donald Trump encore plus aujourd'hui, qu'on est un peu sur la planète des bisounours. Et c'est vrai que si on regarde l'Europe, on est pris en tenaille entre nos deux flancs. Le flanc ouest, donc de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. On voit très bien que ce soit les démocrates et a fortiori évidemment les républicains, il n'y a pas de cadeau pour nous. On le voit très très bien. Du temps de Biden, il y avait le fameux plan IRA qui a consisté notamment à attirer un certain nombre d'industries ou de grandes entreprises industrielles européennes attirées notamment par l'énergie moins chère aux États-Unis. Là, ça va encore s'aggraver puisque Trump veut libéraliser tout ce qui est forage, le droit de l'environnement, on s'assied dessus, on va forer partout. Donc le coût de l'énergie va certainement rester très très bas, voire même encore baisser. Et donc c'est quelque chose qui peut attirer un certain nombre d'entreprises européennes à aller s'installer là-bas, surtout s'il y a des droits de douane 10 ou 20%, comme il souhaite les mettre en place par rapport à l'Europe. Il veut aussi diminuer l'impôt des sociétés aux États-Unis. Tout ça, ce sont des aides publiques, directes, indirectes, etc. Mais donc, on a une véritable concurrence de la part des Américains, qui eux sont des carnivores. Je fais aucune allusion, à la mauvaise hygiène de notre ami Donald Trump en matière alimentaire. Et du côté chinois, c'est la même chose. On le voit bien, on en parle tout le temps, et notamment dans vos journaux respectifs, du fait que l'Europe est envahie de voitures chinoises, etc. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, ça ne remonte pas au calendrier grec ni à Jules César, mais l'ancien patron de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, qui était un Français, disait à l'époque de manière un petit peu condescendante, en disant « Il faut bien qu'on laisse nos amis chinois, lorsqu'ils sont entrés dans l'Organisation mondiale du commerce, nous vendre des t-shirts si on veut leur vendre des Airbus. » Oui, ça c'était à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous vendent des voitures, c'est eux qui nous électriques, c'est eux qui nous vendent des TGV, c'est eux qui nous vendent des panneaux solaires. Et donc oui, je pense que c'était un peu la raison d'être de cette métaphore carnivore-herbivore. C'était un peu de réveiller ses collègues européens autour de la table à Budapest, oui. Ensuite, vous soulignez que l'Europe a tendance à réagir lorsqu'elle est face au mur. Ce sont les crises qui la forcent à réagir ? Oui, en fait, moi, depuis que Trump a été élu, chaque fois que je rencontre quelqu'un ici à Bruxelles, ils ont tous une tête d'enterrement en me disant « Mais comment est-ce qu'une personne pareille a pu être élue à la Maison-Blanche ? C'est scandaleux et tout. » Alors évidemment, je les choque en disant que je suis assez heureux de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Non pas que j'aime Donald Trump, pas du tout. C'est pas un personnage avec lequel je partage beaucoup de points communs, mais tout simplement, c'est très très bon pour l'Europe. Tout pour une raison bêtement historique, c'est qu'on a vu que l'Europe a toujours bougé. Elle a besoin de crise et elle a besoin d'un ennemi. Après la Seconde Guerre mondiale, notre ennemi, c'était Staline et on s'est soudés. C'est comme ça que le marché commun et puis l'Union européenne a vu le jour. On l'a vu même ici, plus récemment, tout simplement avec l'invasion de l'Ukraine. Tout d'un coup, notamment les plus jeunes qui pensaient que la paix était éternelle, se sont rendus compte qu'on pouvait envahir un pays européen aux portes de l'Europe. Et donc, on a pris un certain nombre de mesures, des sanctions financières et tout, qu'on n'aurait jamais pu prendre. Et même avant l'Ukraine, un ennemi qui, lui, était invisible au Covid, on a vu des choses extraordinaires qu'on n'aurait pas vues auparavant, c'est-à-dire un approvisionnement commun, etc. Et donc, je trouve que l'arrivée de Trump a au moins un mérite, c'est que c'est un wake-up call. Merci de nous être fidèles. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, qui reçoit le docteur Laurent Alexandre, investisseur et expert en intelligence artificielle en compagnie de Jérôme van der Bruggen, responsable de la stratégie d'investissement à la banque de Degroof Petercam. Les invités de Trends reviendront sur l'impact et les enjeux de l'élection de Donald Trump pour l'Europe. Restez à l'écoute. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z.
Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.